avez communiqué ici Anne Gente. Si c'est Mireille Clapeau, la parole est à Mireille Clapeau. Sans masque, c'est possible? Je peux enlever le masque. Qu'est-ce qu'il dit là? Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord adresser une amicale pensée à Marielle de Sarnez, à laquelle bien sûr nous pensons tous, et dont je peux confirmer, parce que j'ai assisté aux discussions, qu'elle a vraiment pesé pour que cette mission se fasse. Et je voudrais donc féliciter très chaleureusement mes collègues Laurence Dumont et Aïna Curic, parce que j'ai beaucoup apprécié le choix de ce thème, et puis votre rapport et votre présentation. Alors, comme la collègue Laurence Dumont, moi, c'est aussi par Amnesty que j'avais appris il y a longtemps déjà l'existence de ces enfants sans identité. C'est vrai que la première fois qu'on en parle, on se demande un petit peu, enfin, on ne comprend pas parce que l'invisible devient visible. Et donc, après, c'est toute une démarche intellectuelle de faire en sorte que ce visible-invisible donne lieu à des actions. Et puis bon, j'ai fait mention de cette problématique en introduisant dans le roman que j'ai publié cet été, là, qui s'appelle 4 dames, qui se passe au Mali, un personnage, une jeune héroïne, et qui ne peut pas avoir accès aux soins parce qu'elle n'a pas été déclarée à la naissance. Donc je suis particulièrement sensibilisée à ce sujet. Donc pour venir à votre travail, je voudrais vraiment, donc, au nom du groupe, vous féliciter de ce rapport de très grande qualité qui met en avant un scandale international méconnu, ces 300 millions d'enfants qui sont dépourvus de droits parce qu'ils ne sont pas enregistrés à la naissance, et surtout en Afrique et en Asie. Donc l'intérêt de votre rapport, c'est qu'il dresse un état des lieux qui est détaillé, qui est implacable, du phénomène, des causes et des conséquences, et à la fin des initiatives prises pour l'enrayer. En effet, nous sommes 30 ans après l'adoption de la Convention internationale des droits de l'enfant, 5 ans après l'adoption de l'objectif de développement durable 16.9. Et donc, nous pouvons prendre des actions pour donner enfin une identité à ces enfants invisibles. Vous l'avez dit, c'est le premier des droits, c'est celui qui permet d'accéder à tous les autres, l'éducation, la santé, la citoyenneté, parce qu'en étant invisibles au regard de la loi, ces enfants sont particulièrement vulnérables. Comment est-ce qu'on peut faire respecter l'interdiction du travail des enfants si on ne connaît pas leur âge? Comment est-ce qu'on peut prévenir les mariages précoces de fillettes si on ne connaît pas leur âge? Sans identité, les jeunes sont des proies aisées pour les trafiquants et tombent plus facilement dans des réseaux de prostitution, de drogue ou de vente d'organes. Dans les zones de conflit, ils sont aussi une chair à canon bien commode, puisque même tués, ils ne sont pas portés disparus, puisqu'ils ne sont enregistrés nulle part. Ces enfants soldats ont défrayé la chronique en Sierra Leone et au Libéria, et à présent, ils sont embrigadés sans vergogne au Sahel par divers groupes djihadistes. Et puis, rappelons-le, un enfant sans état civil ne peut profiter d'aucune des politiques de développement de son pays. Alors, si on en vient aux causes que vous avez détaillées, je vais préciser ma question sur la situation des femmes qui, dans un grand nombre de pays, n'ont pas la possibilité légale ou coutumière de déclarer la naissance de leurs enfants. Le problème est accru pour les mères célibataires ou qui ont été violées. Dans les pays où la préférence est donnée aux enfants de sexe masculin, les garçons sont davantage déclarés que les filles. Donc les infanticides des filles sont malheureusement invisibles. L'enregistrement des orphelins ou des enfants séparés par des faits de guerre ou d'enlèvement par des trafiquants et des terroristes est aussi une question d'actualité dramatique. Et les parcours migratoires de ces mineurs non documentés sont extrêmement violents, surtout pour les filles soumises à des violences sexuelles et donc à des grossesses sur la route de l'exil et dans les pays de destination où elles arrivent souvent avec de faux papiers qui les déclarent majeurs. Enfin, la guerre et les conflits internes ont pour effet d'interrompre le fonctionnement de l'état civil et la déclaration des naissances. Donc vous avez, pages 77 et 80, une recommandation 21 qui, fort à propos, recommande de promouvoir la fin des lois discriminatoires qui empêchent les femmes d'enregistrer la naissance de leur enfant. Alors comment y parvenir? Et ça sera ma conclusion. Est-ce que les nouvelles technologies que vous avez mentionnées peuvent le permettre? ONU Femmes a piloté des nouvelles approches digitales. Au Nigeria, par exemple, avec la fondation Mastercard, il y a aussi des cartes de crédit livrées aux entrepreneuses qui comportent une microchip permettant de prendre toutes leurs données biométriques. Et donc la carte de crédit devient en quelque sorte une carte d'identité qui permet de déclarer les enfants.
L'UNHCR Apatridie développe, elle, des solutions à partir de la technologie des blockchains. Vous avez aussi cité d'autres cas de nouvelles technologies, le bracelet e-civil. Pourriez-vous développer ce point? Merci beaucoup.